Je ne suis pas devenu riche parce que je me suis soudainement réveillé avec une intelligence supérieure. Je suis devenu riche au moment où j'ai cessé d'agir comme un homme qui supplie la fortune de l'épargner. Niccolò Machiavel écrivait que les hommes désirent tellement la nouveauté qu'ils avancent volontairement vers les mêmes ruines que les imprudents avant eux. Voilà la véritable différence entre celui qui s'élève lentement vers la puissance et celui qui passe sa vie à tourner en rond. La plupart des gens ne cherchent pas la sagesse. Ils traquent la magie. Ils veulent l'action parfaite, la formule secrète, le raccourci unique, murmuré à une poignée d'initiés. Mais il n'existe aucun secret mystique. Il n'y a qu'un simple catalogue d'erreurs humaines prévisibles, répétées dans chaque siècle, par chaque génération. Et si tu apprends à les éviter, tu gagnes par défaut. J'ai vu des hommes bien plus brillants que moi détruire leur richesse avec une efficacité terrifiante. Des banquiers au CV impeccable, des traders issus des meilleures institutions, des entrepreneurs persuadés que leur génie les plaçait au-dessus des lois qui gouvernent le comportement humain depuis l'époque où les banques Médicis dominaient Florence. Le plus tragique, c'est que tous ont succombé au même schéma évident. Et voici la vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Tu tombes probablement pour certains d'entre eux en ce moment même. 7 erreurs, non pas de petits faux pas, ni de simples écarts, mais 7 pièges fatals qui ne te coûtent pas des années, mais des décennies. Des décennies de capitalisation, des décennies d'opportunités, des décennies que tu ne récupéreras jamais. Les hommes ne s'en rendent généralement compte que dans la cinquantaine ou la soixantaine, quand le regret devient plus lourd que l'ambition et que le monde cesse de pardonner. Mais toi, tu l'entends maintenant, et si tu commets ne serait-ce que 3 de ces erreurs, tu as déjà 10 ans de retard. Alors voyons lesquelles t'en serrent déjà à la gorge. Voici la méthode machiavélienne selon le mentor. Pas de rêve, pas de prédiction, pas de politesse. Juste ce qui fonctionne, quand tout le reste s'effondre. La première erreur est simple. Tu persistes à vouloir apprendre uniquement à travers tes propres blessures, plutôt que d'apprendre à partir des cicatrices des autres. Erreur fatale. Un prince qui n'étudie que ses propres échecs avance trop lentement et paye trop cher. Je n'ai jamais eu assez de temps pour vivre personnellement chaque catastrophe. Toi non plus. Alors j'ai dévoré les chroniques du désastre, non pas des best-sellers inspirants, ni des discours de motivation enrobés de douceur, mais les autopsies de l'effondrement. J'ai étudié chaque implosion financière, chaque trahison d'entreprise, chaque chute spectaculaire de ces hommes trop confiants pour imaginer qu'ils pourraient échouer. Pourquoi ? Parce que les mêmes impulsions humaines engendrent les mêmes illusions, les mêmes excès, la même cécité. Le siècle change, mais la nature humaine non. Les gens s'imaginent uniques. Ils croient que la nouvelle bulle, la nouvelle frénésie de marché, la nouvelle technologie tordent les règles en leur faveur. Faux. J'ai lu l'histoire de la bulle des mers du Sud de 1720, survenue il y a 300 ans. On pourrait croire que nous aurions évolué. Ce n'est pas le cas. À chaque époque, de nouveaux naïfs déclarent 7 fois « c'est différent », comme si l'histoire respectait l'optimisme. La folie des tulipes, la frénésie des chemins de fer, l'explosion Internet, l'illusion immobilière, la ruée crypto, tout reposait sur le même fondement, une délusion collective déguisée en opportunité. Je n'ai pas vécu la Grande Dépression, mais j'ai appris de ces familles qui ont engagé tout leur avenir avec de l'argent emprunté et ont tout perdu en un seul appel sur marge. Une leçon simple, si tu ne peux pas l'acheter comptant, tu ne peux pas te permettre de le posséder. Machiavel avertissait que les princes qui comptent sur des mercenaires placent leur destin entre les mains d'hommes qui ne les aiment pas. La dette est un mercenaire. Elle se bat pour toi, jusqu'au jour où elle se bat contre toi. J'ai étudié les erreurs des puissants, les faux pas d'Andrew Carnegie, les errements de Rockefeller, même Benjamin Franklin, célébré comme un génie, a investi dans un projet si ridicule qu'il a ensuite refusé d'en parler. Mais il l'a écrit, et parce qu'il l'a écrit, je n'ai jamais eu besoin de répéter sa folie. Leurs échecs sont devenus mon avantage. Pendant ce temps, que font la plupart des gens ? Ils perdent de l'argent dans une frénésie crypto et croient avoir inventé la catastrophe. Ils achètent au sommet d'un cycle d'euphorie et se sentent personnellement agressés lorsque le prix s'effondre, alors que la même chose s'est produite en 1929, 1987, 2000, 2008 et 2022. Des milliers d'études expliquent précisément comment ces histoires se déroulent. Des documentaires, des livres, des analyses. Mais les hommes préfèrent le divertissement à l'éducation, le bruit à la connaissance. Et voici la vérité machiavélienne.
Apprendre de la ruine des autres est plus rapide que d'expérimenter la tienne. J'ai compressé des siècles de stupidité financière en quelques années. J'ai appris ce qui a détruit les investisseurs de chaque décennie, de chaque époque, sans avoir à sacrifier ma fortune pour le découvrir. Tu n'as pas besoin de vivre chaque crash brûlant. Tu n'as pas besoin d'être la victime de chaque bulle. Tu dois simplement étudier ceux qui l'ont été. Commence ici. Un seul cas d'étude catastrophe par mois. Un unique. Plonge-toi dans les entreprises technologiques de l'ère .com, dans ces firmes comme Pets.com ou Webvan, qui ont brûlé des milliards avant de disparaître. Observe la grande récession, Lehman Brothers, Bear Stearns, Long Term Capital Management, des mathématiciens brillants qui prévoyaient que leur modèle n'échouerait qu'une fois tous les 1000 ans et qui se sont effondrés en 4. Étudie Enron, non pour les gros titres, mais pour les manipulations comptables cachées qui ont trompé auditeurs et analystes. Lis l'histoire des vendeurs à découvert qui ont sous-estimé Elon Musk et ont payé leur arrogance au prix fort. Regarde comment la fierté anéantit même les hommes les plus diplômés. Chacune de ces histoires est un raccourci qui t'éloigne de la catastrophe. Oui, c'est ennuyeux, mais perdre ton avenir l'est encore plus. Et maintenant que tu comprends la première erreur, nous avançons vers la seconde. Une erreur beaucoup plus courante, bien plus dangereuse, et que tu commets presque certainement sans t'en rendre compte. Si la première erreur est l'ignorance de l'histoire, la deuxième est encore plus naïve, agir sans comprendre. Tu achètes des choses que tu es incapable d'expliquer. Tu investis dans des idées que tu prétends seulement saisir. Machiavel avertissait qu'un dirigeant qui gouverne ce qu'il ne comprend pas devient l'instrument de ceux qui le trompent. Et c'est exactement ce que font la plupart des gens dans le monde financier. Ils confient leur argent à des inconnus, à des modes, à des prophètes aux pseudonymes douteux, des CryptoKing 69 et d'autres illusions numériques, puis s'étonnent d'être menés tout droit au désastre. J'ai toujours gardé une règle gravée dans la pierre. Si je ne peux pas l'expliquer simplement, je ne le possède pas. Aucune exception. Peu importe combien le monde hurle que je passe à côté d'une opportunité irrésistible, peu importe l'éclat d'un projet ou la pression insistante des foules. L'ironie, c'est que les gens s'imaginent prudents. Ils dissèquent des achats insignifiants, lisent des dizaines d'avis pour un grille-pain à $40, comparent des fonctionnalités, regardent des vidéos d'unboxing. Et lorsqu'il s'agit de leurs économies de toute une vie, ils jettent $10 000 dans un jeton qu'un inconnu sur un forum leur a promis explosif. Ces gens pensent investir, mais en réalité ils jouent. Pire, ils jouent à l'aveugle. Durant toute ma carrière, j'ai laissé passer des milliers d'opportunités. Beaucoup ont été multipliés par 50, 100 ou davantage. Pourtant, j'ai dormi en paix. Pourquoi ? Parce que je ne les comprenais pas. Il vaut mieux laisser échapper un gagnant que perdre une fortune sur quelque chose que tu serais incapable d'expliquer à un enfant. Lorsque tu te limites uniquement à ce que tu comprends, tu élimines presque toutes les pertes catastrophiques. Tu manqueras peu, être quelques fusées, mais tu n'atterriras jamais au fond d'un cratère. J'ai ignoré la vague technologique des années 90. Les actions ont explosé. Tout le monde m'a traité de dépassé. J'ai refusé Amazon à ses débuts, parce que son modèle me semblait incohérent. Est-ce que Jeff Bezos a fini par me donner tort? Bien sûr. Est-ce que cela m'a coûté mon avenir? Absolument pas. Et c'est précisément la leçon. Rater un gagnant est supportable. Faire confiance à quelque chose que tu ne comprends pas est mortel. Regarde les catastrophes des prétendues élites financières. Enron, WorldCom, les produits hypothécaires qui ont implosé en 2008, ces instruments structurés créés par des génies incapables de les expliquer sans tableau blanc et sédatif. Ils croyaient que la complexité prouvait leur intelligence. En vérité, elle révélait leur fragilité. Ils ont bâti des trônes de sable et ont été horrifiés lorsque la marée est revenue. Explique ton investissement comme si tu t'adressais à un enfant de 10 ans. Je possède une part d'une entreprise qui vend une boisson que les gens aiment. Ils l'achètent chaque jour. L'entreprise gagne de l'argent et m'en reverse une partie. C'est Coca-Cola. Simple, durable, ancien, mais toujours profitable. Maintenant, compare ce raisonnement à cette abomination. Je possède un instrument de dette synthétique adossé à un protocole de gouvernance Proof of Stake qui génère un rendement grâce au farming de jetons dans un pool de liquidités décentralisé dirigé par une DAO. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de la possession. Ton esprit est possédé par du jargon que tu ne maîtrises pas. Voici la manière machiavélienne, celle de le mentor.
Le prince qui est incapable de décrire comment son royaume produit de l'or ne le dirige pas réellement. Ce sont les marchands, les banquiers et les intrigants qui règnent à sa place. Et cela nous conduit à la troisième erreur, l'impatience. Tu veux être riche, mais tu veux l'être avant jeudi. Tu veux vivre comme les élites, sans traverser les décennies qui les ont façonnés. Machiavel écrivait que les hommes choisissent toujours le gain immédiat plutôt que le gain lointain, même lorsque celui-ci est bien plus grand. Et cette faiblesse ruine des fortunes entières. Ma richesse s'est construite sur des années, des décennies de capitalisation, de discipline et de refus obstiné de me précipiter. Pourtant, les gens me demandent sans cesse comment devenir riche rapidement. Ils veulent un code secret, pas une stratégie. Mais la richesse ne vient pas de l'achat ou de la vente. Elle ne vient pas de la synchronisation parfaite du marché ou d'un ticket doré vers le prochain Amazon. La richesse naît de l'attente. De laisser le temps et la capitalisation accomplir ce que ton ego ne fera jamais. Les gens ne tiennent pas en place. Ils voient quelqu'un annoncer 200% sur une action même et paniquent. Tout le monde s'enrichit sauf moi. Ils se lancent alors dans le day trading, les options, les cryptos à la volée. Chaque rumeur, chaque signal, chaque éclat brillant les attire. Et après 5 ans de frénésie, ils n'ont rien gagné. Pire, ils ont payé des taxes, des commissions, du stress, pour le privilège de n'avoir rien accompli. Pendant ce temps, l'homme ennuyeux qui a simplement acheté un fonds indiciel et n'y a plus touché, se retrouve tranquillement avec 70% de gains, calme, indifférent, probablement inconscient, du chaos que les autres se sont infligés. La capitalisation semble insignifiante au début. Les petits rendements paraissent ridicules, mais le lent devient irrésistible. 20% par an pendant 60 ans, transforme 10 000 $ en un demi-milliard. Ce n'est pas un rêve, c'est la mathématique, la même mathématique qui a bâti les fortunes royales, les dynasties bancaires et les empires institutionnels qui ont survécu à leurs fondateurs. Mais l'impatience murmure ses séductions. Tu veux te vanter, tu veux des victoires rapides, tu veux capturer des captures d'écran de tes gains, tu veux du spectacle, pas de la discipline. Et c'est précisément cette impulsivité qui te fait perdre. La vérité brutale, si après 5 ans tu n'as pas surpassé un simple fonds indiciel SP500, tu n'es pas en train d'investir. Tu es en train de jouer, avec une stratégie perdante. 90% des traders actifs sous-performent l'indice, non pas occasionnellement, mais constamment, année après année, décennie après décennie. Tu n'es pas l'exception. Le fonds indiciel te bat, et il ne fait même pas d'effort. Et maintenant, nous arrivons à la prochaine erreur, celle que Wall Street adore, que les masses considèrent brillante, et qui piège silencieusement la majorité des hommes pour le reste de leur vie. Nous arrivons maintenant à l'erreur numéro 4, un piège tellement répandu qu'il devrait être gravé sur les murs de chaque application de courtage. Tu crois que la diversification consiste à posséder tout ce que le marché propose. Wall Street adore cette idée, parce qu'elle te maintient dans la confusion et te fait payer éternellement. On te répète de disperser ton risque, comme si éparpiller ton or dans 50 paniers fragiles faisait de toi un meilleur souverain de ton royaume financier. Mais Machiavel l'avait déjà dit, celui qui tente de se défendre partout ne se défend nulle part. La diversification, mal comprise, devient une dilution. Dilution de ton attention, de ton savoir, de ton pouvoir. Et c'est exactement ce que font la plupart des gens. Ils achètent 40, 50, parfois même 70 actions différentes. Ils ajoutent des fonds internationaux, des matières premières, des REITs, des crypto-monnaies, de l'or, de l'argent, tout ce que CNBC a mentionné au petit matin. Et lorsqu'ils contemplent ce chaos, ils se félicitent d'avoir un portefeuille équilibré. En réalité, ils viennent de créer une milice d'actifs qu'ils ne comprennent même pas. Félicitations, tu as atteint la diversification parfaite et tu ne possèdes rien. Voici ce que je crois vraiment. La diversification est un bouclier pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils détiennent. Si tu comprends vraiment une entreprise, tu n'as pas besoin d'en posséder 50 autres. Au maximum, 6. Peut être 10, si tu veux dormir un peu trop tranquillement. Lorsque j'ai placé 90% de ma valeur nette dans une seule entreprise, ce n'était pas de l'imprudence, c'était de la compréhension, une connaissance suffisamment profonde pour résister aux tempêtes. Une familiarité si intime que cette entreprise ressemblait à une cité, État fortifié, dont j'avais inspecté chaque muraille. Ce n'était pas un pari, c'était une stratégie. Regarde les véritables riches, pas les poses Instagram,
Pas les traders du week-end, mais les élites authentiques. Les Rockefeller ont concentré leur empire sur un seul produit, le pétrole. Les Rothschild ont bâti des dynasties entières sur la banque. Aujourd'hui, Jeff Bezos a consacré sa vie entière à un seul royaume, Amazon. Et la puissance de ce royaume l'a récompensé au-delà de toute imagination, bien plus que ne l'aurait jamais fait un portefeuille dispersé. Les grandes fortunes naissent de la concentration. Les dispersions larges préservent la médiocrité. Pourtant, les gens essaient de comprendre 50 entreprises à la fois. Comment ? Tu n'as même pas le temps d'analyser 50 équipes dirigeantes, 50 secteurs, 50 rapports trimestriels. Tu n'as déjà pas le temps de lire la lettre annuelle de la seule entreprise qui compte vraiment pour toi. Posséder tout transforme un investisseur en serviteur, un comptable distrait incapable de discerner ce qui compte. Il vaut mieux posséder moins, mais les connaître profondément, que d'en posséder des dizaines superficiellement. Parce qu'à vouloir tout posséder, tu ne maîtrises plus rien. Si tu ne peux pas expliquer clairement, avec certitude, pourquoi tu détiens un actif et comment il génère de l'argent réel, tu n'investis pas, tu collectionnes. Et voici comment corriger cela. Compte tes positions. Si tu possèdes plus de 20 actions individuelles, tu n'es pas diversifié, tu es perdu. Réduis, conserve uniquement ce que tu comprends vraiment, ce que tu pourrais défendre dans un débat contre un adversaire compétent. Si cela te laisse 5 positions, excellent. Si cela te laisse un seul fonds indiciel, ce n'est pas un échec, c'est de la sagesse. Et maintenant, nous passons à la 5e erreur, l'une des plus invisibles, mais aussi l'une des plus dévastatrices pour l'investisseur moderne. Tu te vides de ta richesse à cause des frais, des taxes et des frictions, et tu ne t'en rends même pas compte. Machiavel avertissait que le prince doit craindre les menaces silencieuses, celles qui grignotent son pouvoir sans bataille ni fracas. Les frais et les impôts sont exactement cela. Ils ne frappent pas comme des lions, ils rongent comme des rats. La plupart des gens ignorent les frais de gestion, les commissions de transaction, les spreads, les taxes sur les gains en capital. Ces détails semblent petits, ennuyeux, et pourtant, c'est à travers l'ennui que l'ennemi s'infiltre. Laisse-moi te montrer les chiffres que les investisseurs modernes ne calculent jamais. Si tu investis 10 000 $ par an pendant 30 ans dans un fonds indiciel à très faible coût, tu finis avec environ 1 800 000 $ en suivant les rendements standards à long terme. Mais si tu choisis un fonds activement géré avec 1% de frais, tu ne perds pas 1%. Tu perds 300 000 $ sur la même période. 300 000 $ envolés pour le privilège de sous-performer le marché. Maintenant, ajoute le trading. Chaque vente entraîne une taxe. Chaque échange rapide peut imposer un taux d'imposition court terme de 37%. Ajoute les commissions. Ajoute les spreads cachés. Ajoute tous ces minuscules péages que le système financier prélève en silence. La plupart des traders actifs abandonnent 30 à 40% de leurs gains chaque année, et ils appellent cela de l'effort. Mon partenaire et moi avons évité de vendre pendant des décennies, non pas par entêtement, mais parce que les taxes détruisent la capitalisation. Des géants comme Berkshire Hathaway ne versent même pas de dividendes pour cette raison. Les dividendes sont taxés immédiatement. Pourquoi remettre une part au gouvernement alors que ce capital pourrait continuer de fructifier dans la forteresse? Pendant ce temps, toi, tu vends trop tôt tes gagnants, parce que la peur t'agite. Tu gardes trop longtemps tes perdants, parce que ton ego refuse d'accepter la vérité. Chaque décision émotionnelle génère plus d'opérations, et chaque opération nourrit la machine financière qui prospère sur ton impatience. Fais ceci maintenant. Ouvre tes rapports fiscaux, additionne tes commissions, additionne les frais de fonds, additionne tout. Si ce total dépasse 1% de la valeur de ton portefeuille, tu te sabotes. Ce n'est pas un conseil glamour, mais c'est être la leçon financière la plus précieuse de ta vie. Et pourtant, il existe encore une erreur pire que toutes celles-ci. Une erreur qui ne résulte ni de l'ignorance, ni de la complexité, ni des coûts, mais d'une faiblesse bien plus humaine, bien plus destructrice, et surtout bien plus répandue. Nous arrivons maintenant à l'erreur numéro 6. L'erreur numéro 6 est la plus destructrice de toutes, tes émotions. Beaucoup imaginent que l'ennemi est le marché, l'économie, la politique monétaire, les taux d'intérêt, les conflits géopolitiques, l'inflation, la Chine, peu importe. Tout, sauf eux-mêmes. Mais Machiavel observait que le premier ennemi de la fortune d'un homme est sa propre nature. La peur, l'avidité, la panique, l'envie, ce ne sont pas des conditions économiques.
Ce sont des pièges psychologiques. Et ces pièges contrôlent les investisseurs bien plus efficacement que n'importe quel marché baissier. Quand les prix chutent, tu imagines la fin du monde. Quand ils montent, tu crois manquer la prochaine explosion de richesse. Tu achètes quand tu devrais attendre. Tu vends quand tu devrais tenir. Tu fais exactement l'inverse de ce qu'un stratège rationnel ferait. Et tu le fais sans arrêt. Observe ce qui s'est produit en mars 2020. La peur a envahi le monde. Les marchés se sont effondrés plus vite que lors de n'importe quel crash précédent. 34% de baisse en un mois. Les médias affichaient les bilans de morts comme des scores sportifs. L'atmosphère était apocalyptique. Que firent la majorité? Ils fuirent. Ils vendirent tout. Ils sacrifièrent leur futur en échange d'un soulagement émotionnel immédiat. Ils déclarèrent « Cette fois, c'est différent », comme leurs ancêtres l'avaient fait lors de chaque effondrement historique. Leur peur semblait être la vérité. Que fîmes-nous? Rien. Ou plutôt, nous avons acheté davantage. De bonnes entreprises se retrouvaient brusquement traitées comme des cadavres. Pourquoi vendre? Machiavel enseignait que le prince doit rester ferme lorsque le peuple tremble, car la foule ne voit que le présent, tandis que le souverain doit regarder au-delà. Ceux qui ont vendu ont perdu de manière permanente. Ceux qui ont tenu ont tout récupéré en quelques mois. Puis 2021 est arrivé. Le marché s'est échauffé. Les cryptos ont explosé. Le Bitcoin s'est approché des 60 000. Les actions mêmes se sont envolées. Les NFT se sont vendus au prix de chefs-d'œuvre de la Renaissance. Tout le monde se sentait invincible. Cette fois, c'est différent. Les 4 mots les plus dangereux de la finance. La foule avançait comme si elle avait vaincu la gravité. Et que fîmes-nous? Nous avons attendu. Nous avons tenu. Nous conservions plus de 550 000 $ en liquidité. Les gens se moquaient de nous. Nous traitaient d'idiots déconnectés, incapables de comprendre le nouveau monde. Mais les marchés n'obéissent pas aux prophéties TikTok. Ils obéissent à des cycles plus anciens que l'histoire moderne. Puis 2022 est arrivé, et tout s'est effondré. Le Bitcoin s'est écrasé. Les mèmes se sont évaporés. Les NFT ont disparu comme de la fumée. Et ceux qui avaient acheté dans l'extase n'ont récolté que le goût amer du regret. Voici la vérité. Lorsque tu sens l'envie irrépressible d'acheter, parce que tout le monde célèbre, tu dois t'arrêter. Lorsque la terreur te pousse à vendre parce que tout semble perdu, tu dois respirer et rester immobile. Tes instincts primitifs ont évolué pour survivre dans des forêts, pas sur les marchés. La peur t'empêchait de te faire dévorer par des lions. L'avidité te poussait à accumuler de quoi survivre à l'hiver. Mais ces mêmes instincts sabotent ta capacité à créer de la richesse. Les impulsions émotionnelles sont fatales dans la stratégie à long terme. Tu dois écrire tes règles, pas dans la panique, pas dans l'euphorie, mais maintenant, quand ton esprit est clair. Des règles simples. Je ne vendrai pas pendant les crashs, sauf si j'ai besoin d'argent pour survivre. Je ne courrai pas après la mode. Je ne vérifierai pas mon portefeuille chaque jour. Je n'obéirai ni à la peur, ni à l'avidité. Imprime ces lois. Garde-les visibles. Lors de la prochaine panique, et elle viendra, tes règles te protégeront de toi-même. Et cela nous mène à la dernière erreur, la plus douloureuse, la plus tragique, celle qui a détruit plus de richesses que toutes les autres combinées. L'erreur numéro 7. Tu abandonnes trop tôt. La plupart des hommes abandonnent leur stratégie juste avant qu'elle ne commence à fonctionner. Ils investissent quelques années, s'attendent à des miracles, se sentent déçus et abandonnent. Ils se convainquent que le système est truqué, parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que d'admettre un manque de persévérance. Machiavel avertissait que les hommes échouent plus souvent par manque de constance que par manque d'habileté. La richesse n'arrive pas en bond spectaculaire, elle arrive par une accumulation discrète. Les 10 premières années, la capitalisation semble ne rien produire. C'est lent, frustrant, presque invisible. Tu contribues, tu attends, tu suis ta stratégie, et les résultats paraissent microscopiques. Mais la richesse n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Les premières années sont le prix, les années suivantes sont la récompense. Les premiers 100 000 semblent interminables, douloureux, lents, décourageants. Mais les deuxièmes arrivent plus vite, les troisièmes encore plus vite. Et lorsqu'un jour tu franchis la barre du demi-million ou davantage, ton argent commence à gagner plus que toi. C'est là que la capitalisation devient une force de la nature. Je n'ai pas gagné ma véritable richesse avant ma trentaine avancée. Je ne suis devenu multimillionnaire que dans la quarantaine. Des décennies de discipline, les mêmes gestes répétitifs, les mêmes décisions ennuyeusement constantes. Acheter de bonnes entreprises, les conserver, réinvestir,
Ne jamais céder à la panique, ignorer le battage médiatique, rester solide dans le silence. La plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils sont stupides. Ils perdent parce qu'ils sont incapables d'endurer l'ennui. Ils changent de stratégie chaque fois que l'impulsion les frappe. Ils passent quelques années en action, puis se tournent vers l'immobilier, puis vers la crypto, puis vers les options, puis vers le day trading. Ils se dispersent, s'agitent, s'épuisent. Ils courent après l'illusion de la richesse rapide et abandonnent la réalité de la croissance lente et certaine. Ils meurent devant les portes de la victoire, sans jamais savoir à quel point ils en étaient proches. Voici une vérité que l'homme moderne refuse d'entendre. Si tu investis de manière régulière pendant 30 ans et que tu évites les erreurs catastrophiques, tu deviendras riche. Pas peu, être. Pas possiblement, inévitablement. Les mathématiques sont plus vieilles que les nations dans lesquelles nous vivons. Mais pour que cela se produise, tu dois survivre à la tentation d'abandonner. Tu voudras renoncer la 3e année, lorsque le marché s'effondrera. La 7e année, quand ton ami te racontera qu'il a fait 500% sur un jeton que tu avais ignoré. La 12e année, quand tu auras l'impression de marcher sur un tapis roulant. Mais si tu tiens, si tu restes, si tu continues, malgré l'ennui, malgré la peur, malgré le FOMO, malgré le doute, ton futur deviendra inévitable. Tu termineras plus riche que 95% des gens, non pas parce que tu auras eu de la chance, mais parce que tu auras refusé d'abandonner la stratégie. Et maintenant, si tu es encore là, c'est que tu fais partie des rares. La plupart ont déjà quitté la route. Ils sont partis chasser les top 5 actions, les X200 cette année, toutes ces illusions brillantes qui séduisent les impatients. Tant mieux, leur fuite est ton avantage. Si tu veux davantage de ce genre de principes, des principes qui fonctionnaient il y a 50 ans et qui fonctionneront encore dans 50 ans, alors continue d'écouter le mentor. Rien de tapageur, rien de prévisionnel, rien de spectaculaire, juste des stratégies qui survivent au temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, reste fidèle au chemin.